va bien? Oui, Eh bonsoir, ben, bonsoir, professeur Aktouf. Alors, nous sommes en direct, donc je te passe directement la parole. merci beaucoup. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Azul, Azul Flouane. Bon, alors aujourd'hui, comme il y a le match, comme chacun sait, Algérie-Cap-Vert à 21 h, donc dans 20 h d'Alger. Dans 21 h, c'est de Paris. Bon, alors merci d'être toujours là, toujours aussi fidèle. J'ai vu qu'il y avait quand même pas loin de 750, choses comme ça, vues depuis la semaine dernière, malgré l'actualité brûlante et plus que brûlante que nous vivons depuis quelques jours. Alors décidément, ces temps-ci sont des temps un peu durs et je ne ferai pas semblant, comme la semaine dernière, non plus d'oublier. La semaine dernière, j'ai dit que je ne ferais pas semblant d'oublier la commémoration des massacres d'une armée qui tire sur son peuple le 5 octobre 88 et les jours suivants. Et là, je ne ferai pas semblant d'oublier ce qui se passe à Gaza et comment ce peuple martyr est en train de payer un prix extrêmement fort. J'expliquerai ça un de ces jours, on fera un webinaire là-dessus, toute l'histoire de la Palestine, parce que j'ai fait déjà des conférences pour les Palestiniens, pour les militants palestiniens ici à Montréal. J'en ai payé le prix aussi. Bon, donc des conférences sur tout l'historique depuis le 19e siècle jusqu'à jusqu'aux guerres des Bouches et le mur de la honte de Sharon, etc., etc. Mais malheureusement, l'histoire officielle, particulièrement ici en Amérique du Nord, c'est tout simplement qu'il y a un État d'Israël, même mes collègues de l'université, de HEC Montréal, l'État d'Israël est un État qui a toujours existé depuis la plus haute antiquité. Et tout d'un coup, depuis quelques décennies, il y a des Arabes qui s'appellent des Palestiniens et qui sont des terroristes. Et d'ailleurs, on ajoute que la Palestine n'a jamais existé. Il y en a qui prennent pour argument le fait que le mot paix n'existe pas en arabe, donc il ne peut pas y avoir de Palestine. Alors qu'on trouve dans Thucydide, notamment, je pense que Thucydide, c'est 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, si je parle de mémoire là. On trouve au moins une dizaine ou une douzaine de citations de Palestine dans cette région-là. Bon, alors donc, je ne ferai pas semblant d'oublier ces massacres non plus. Comme l'a dit Hobbes, si je ne me trompe, l'homme est un loup pour l'homme. Mais moi, je dirais non. Non. L'homme est un loup pour le loup. Parce que l'homme est un loup pour lui-même. C'est pas un loup pour l'homme. C'est la seule espèce. Nous sommes la seule espèce de la création à nous tuer entre nous. La seule espèce. Les sardines ne se tuent pas entre elles, les baleines non plus, les lions non plus, sauf cas vraiment, vraiment extraordinaire et particulier, et particulièrement dû à l'être humain. Parce que depuis que l'Homo sapiens existe, et ensuite l'Homo sapiens sapiens, qui est supposé être sage, pensant et sachant qu'il pense, eh bien, il n'arrête pas de grignoter, de grignoter, de grignoter sur des territoires et des terres et des forêts, etc., des animaux, ben, que ceux-ci finissent par se battre, évidemment.
quand il y avait 40 km ou 50 km entre deux bandes de chimpanzés qui se sont jamais touchés, ni mordus, ni criés l'un contre l'autre. Et quand l'être humain arrive et qu'il se met à arracher les arbres et à planter, etc., évidemment, il réduit le territoire. Et quand il n'y a plus que 5 km entre les deux bandes de chimpanzés, entre lesquelles il y avait 40 km, eh bien évidemment, ils vont se mettre à se battre. C'est à cause de nous. Nous sommes la cause, nous, enfin nous. J'ai déjà dit plusieurs fois que quand je dis l'homme, l'être humain est responsable de ce qui arrive à la planète, je parle essentiellement et quasi exclusivement de l'homme occidental, blanc, anglo-saxon en particulier. Et on va voir ça avec le début de la révolution industrielle qu'on va aborder, j'espère, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous quitter, comme vous le savez, donc pile à 2h30 d'ici, donc à 5h30 de là-bas, pour permettre à chacun et chacune, ou 7h30, pardon, 7h30, 19h30 d'Alger, pour que chacun et chacune puisse profiter du match. Bon, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais tout de même, il y a beaucoup de choses aussi, des préambules, des choses comme ça que je suis obligé de faire, notamment cette question de Palestine. Et évidemment, on a affaire à un énorme Goliath contre un tout petit David qui souffre depuis 80 ans, le martyr, la densité la plus élevée dans le monde, à Gaza, 6000 habitants par kilomètre carré. Et on nous raconte que c'est le Hamas qui fait des massacres, alors qu'en Palestine, en Cisjordanie, pardon, particulièrement à Gaza, vous lancez seulement une grenade et vous ne pouvez pratiquement pas éviter de tuer un bébé ou un enfant. Juste une grenade. Tellement la population est dense. Quel cynisme. Et maintenant, on dit oui, mais Israël leur dit dégagez, attention, sortez, on va bombarder. Ils vont aller où? Déjà, la moitié de Gaza est détruite. Tous les refuges de l'ONU, les écoles, etc., les hôpitaux, etc., sont saturés. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de rien du tout. Mais c'est des inhumanités que même les nazis, sans doute, n'ont pas fait ça. Bon, excusez-moi, mais c'est trop douloureux. Trop. Dans l'indifférence générale, enfin, générale, parce qu'on voit les accords qui se signent par-ci, par-là, etc., les gens qui tournent le dos. Quand vous êtes palestinien, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez plus que deux statuts. Soit vous êtes prisonnier, à ciel ouvert, soit vous êtes exilé. Alors les Juifs ont le droit de venir en Israël, de revenir, de s'installer comme ils veulent, tant qu'ils peuvent, jusqu'à 1,5 km, 2 km de la bande de Gaza, avec des colonies complètement illégales, condamnées par l'ONU, condamnées par, etc., etc. Mais bon, évidemment, Israël est dispensé de tout droit international et de tout respect du droit international. Il y a déjà des poursuites du CPI, de la Cour pénale internationale contre un certain nombre de généraux et de personnalités, dont Netanyahou, si je ne me trompe pas, pour crimes contre l'humanité. Mais évidemment, les procureurs de cette Cour pénale internationale ont tellement la trouille, ils ont tellement peur qu'ils ne font rien, alors qu'il y a des mandats, il y a des procès en cours, il y a des assignations, même si Israël n'a pas signé, comme les États-Unis. Pourquoi Israël et les États-Unis ne signent pas l'accord ou l'entente d'application de la Cour pénale internationale?
Pourquoi? Ou même du tribunal pénal international. Ce tribunal ne sert qu'à juger les Serbes, Milosevic, et les dictateurs d'Afrique. C'est tout. Bon, personnellement, je serai toujours du côté des David, quel qu'il soit, et jamais du côté des Goliaths. Et j'exprime et je balance tout mon mépris et tous mes crachats de mépris à tous les Goliaths de ce monde, à commencer par les États-Unis et à terminer par Israël, qui se permettent de massacrer des tout petits David qui sont incapables de se défendre. Et quand ils se défendent, eh bien, on a droit en boucle à des pleurs, des enfants, des ceci, des cela, des égorgés. Pourquoi on ne nous montre jamais des images de gens qui pleurent en Irak après l'invasion américaine, 3 fois, dont la troisième avec 365 mensonges dûment prouvés? Pourquoi? Pourquoi on ne nous montre jamais les pleurs et le sang, etc. des Gazaouis? Ben, nous sommes en plein fascisme, en plein nazisme. L'une des caractéristiques du fascisme et du nazisme, c'est de nier la souffrance de l'autre. Parce qu'on le réduit à l'état d'animal, comme l'ont fait les nazis pour les juifs. On le réduit à l'état de non-humain. Donc un Palestinien, ça ne souffre pas. Un Irakien non plus. Un Syrien non plus. Un Libyen non plus. Il n'y a que les Occidentaux et les Israéliens qui souffrent. C'est tout. Bon, excusez cet éclat, mais je ne veux pas dire que je prie puisque je ne suis pas pratiquant, mais en tant que non pratiquant, je prie pour que ces massacres arrêtent. Et je ne les mettrai pas sur le même point. Quand les Palestiniens essayent un petit peu de répondre à l'hyperviolence dont ils sont l'objet depuis 80 ans, ça n'a aucune commune mesure, aucune comparaison, bien entendu avec tout le respect dû et toute la compassion due à toute personne humaine qui souffre, d'où qu'elle soit. Mais sur ce point, je dis, il n'y a pas de commune mesure entre, d'un côté, le super Goliath qui dispose des plus grandes armes, des meilleures armes, la meilleure armée du monde, ou de la plus puissante, ou je sais pas quoi, et d'un autre côté, des gens qui tirent avec des tire-boulettes et des pierres et des roquettes, bon, qui apparemment font un peu plus de mal maintenant, mais il n'y a aucune commune mesure, aucune. Et on essaye de faire dire à tout le monde, à tout va, partout, oui, mais les uns attaquent les autres, c'est la même chose, il faut qu'ils se défendent. Bon, je vais arrêter là. Alors, pour nos petites affaires, j'ai vu, bon, encore une fois, dans El Watan, des contributions ou des, je sais pas, des éditoriales, je sais pas quoi, où je vois que l'Algérie veut revenir au réajustement structurel. Je l'ai lu dans El Watan, hier ou avant-hier. Alors, en plus des OGM américains, en plus de, etc., la bourse, là, je sais pas quoi, là, tout ce contre quoi je lutte et je crie depuis des années. Et on voit bien les conséquences, on les voit. Pas la peine de statistiques, ni de calculs, ni de... juste de regarder devant sa porte
pour voir quelles sont les conséquences de tout ça. Et en Algérie, on est en train d'y revenir. Pourquoi? Par dépit, parce que le BRICS nous a rejetés, ou quelle est la raison là de revenir à un hyper-néolibéralisme? Bon, alors, l'autre chose, je voulais m'excuser sur un petit élément matériel. Je n'avais pas fait attention la semaine dernière. Le fil ici touchait le micro et ça faisait des parasites. Donc, je m'en excuse. Quand je me suis réécouté, je m'en suis rendu compte. Donc là, je fais attention pour mettre le fil derrière. J'espère que ça ne fait pas d'interférence ni de parasites pour l'écoute. Bon, alors, je voulais répondre à quelques questions qu'on m'a posées ou éléments sur le webinaire de la semaine dernière. On m'a demandé quand ça s'est passé, cette histoire de où on m'avait proposé de me corrompre au moment où j'allais être promu, etc. Et m'offrir une carte de coopérative, terrain à bâtir, etc. Et j'en passe, et que j'ai refusé, et qu'on m'a dit la force centrifuge, la force, pardon, en Algérie tourne dans un sens et que moi je tourne dans l'autre et que la force centrifuge finirait par m'éliminer. Eh bien, il m'a éliminé, la force centrifuge, ça se voit là où je suis. Hein. Bon, eh bien, c'était autour de 72, je pense. J'étais encore à la Sanatrac. Bon, pour satisfaire la curiosité de ceux qui m'ont posé cette question. J'avais parlé de dissoudre, je m'excuse, j'avais parlé de dissolution, en parlant de ce comité qui est chargé d'aller récupérer les biens mal acquis à l'étranger de nos patrons voleurs et leurs compagnons. Eh bien, c'était gelé que je voulais dire, pas dissoudre. Il n'avait pas été dissous, évidemment. Il a été gelé. C'est le mot qui a été utilisé. Mais je ne vois pas quelle est la différence. S'il reste gelé, c'est comme s'il était dissous. J'avais commencé à parler d'un certain Claude Durand à propos de l'établi, de Harry Braverman, de Robert Linhart, etc., à propos des caractéristiques nocives et anti-humaines pour l'être humain de la division technique du travail capitaliste. Eh bien, j'avais oublié de dire, et de la hiérarchie notamment, et du rôle de la hiérarchie, qui est essentiellement de maintenir cette hiérarchie multiple pour maintenir l'employé et l'ouvrier dans l'impossibilité d'avoir des initiatives ou de participer. On va voir plus tard que Elton Mayo, notamment, le célèbre Elton Mayo, pour ceux qui connaissent, donc inévitable dans toute école de gestion, ou pratiquement même d'économie industrielle, eh bien, Elton Mayo, l'un des pionniers de la psychologie industrielle, qui était lui de bonne foi, il voulait vraiment voir du côté du travailleur comment ça se passe, comment ça va, etc. Mais je vous en parlerai plus tard. Mais il a été chargé à un moment donné d'appuyer sur cette idée du fait que la hiérarchie fonctionne selon un système rationnel et les ouvriers, les employés fonctionnent selon un système et une mentalité irrationnelle. Ça veut dire affective, et c'est là qu'ils ont inventé le fameux leader affectif, leader social, et puis différence avec leader de compétences, leader de travail, leader de ceci, cela, etc. Bon, mais ils ont été, heureusement, Elton Mayo n'a pas continué, il a refusé, et on verra plus tard pourquoi. Et ça pourquoi? Pour faire la preuve que l'irrationnel des ouvriers, des employés, et le rationnel, alors sous-entendu, plus vous montez dans la hiérarchie, plus on est rationnel et donc conforme à la raison et donc intelligent, mais plus on descend, plus on est irrationnel, donc non conforme à la raison, plutôt dans l'affectif et l'émotion pratiquement comme un animal, et donc non intelligent. Et donc, toute possibilité de participation, faire participer les employés aux décisions de l'entreprise, etc., etc., eh ben, c'est pas possible. Parce qu'il y a le rationnel là-haut
et l'irrationnel en bas, et ça ne peut pas se réconcilier. Alors voilà, donc Claude Durand, entre autres, a travaillé sur ces questions-là, comme Stephen Marglin, comme je vous ai déjà parlé, sur la question de la hiérarchie, pourquoi il est là, pourquoi il y a 18 échelons hiérarchiques à General Motors, il n'y en a que 4 ou 3 à Toyota et Honda, etc., etc. Bon, ben, Claude Durand a montré, quand je parlais de compétences directes et compétences indirectes, il a parlé du fait, enfin, il n'a pas employé ces termes-là, ça c'est moi qui les emploie, c'est moi qui les ai mis au point pour parler de ces différences entre l'ordre de l'échoppe de l'artisan et celui de la manufacture, qui sont des ordres différents de nature et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Eh bien, Claude Durand a établi lui aussi, comme Stephen Marglin, que Stephen Marglin de Harvard, hein, j'en ai déjà parlé, qui a été titularisé à l'âge de 29 ans, professeur d'économie, à la Harvard Business Economics. Eh bien, Claude Durand, qui était un psychologue industriel, si j'ai bonne mémoire, ou sociologue industriel, eh bien, a établi que, par exemple, des contremaîtres ou de chefs d'atelier, etc., j'ai déjà dit, mais j'ai pas terminé la semaine dernière quand j'ai commencé à en parler, que la seule différence avouée par quelqu'un qui venait d'être promu chef d'atelier ou chef de groupe d'atelier, alors qu'il était contremaître avant, Claude Durand lui a posé bon, mais entre la même chose pour toute la hiérarchie, hein, d'ouvrier à chef d'équipe, de chef d'équipe à contremaître, de contremaître à chef d'atelier, de chef d'atelier à chef de plusieurs ateliers, etc., etc. Eh bien, les différences, c'était totalement des différences de compétences indirectes. Ça veut dire que pour passer d'ouvrier à chef d'équipe, c'est pas parce que l'ouvrier qui est promu chef d'équipe sait faire ce qu'il faut faire beaucoup mieux que l'ouvrier moyen de son entreprise, comme le compagnon devient compagnon parce qu'il a appris à faire mieux que l'apprenti, et que le maître compagnon a appris à faire mieux que le compagnon dans la compétence directe de l'objet de production, encore une fois. Eh bien non, pas du tout. Dans l'ordre industriel, manufacturier d'abord, industriel en plus, ensuite, c'était des compétences indirectes. Et on va voir que dans la manufacture, c'était surtout des compétences de brutalité. Le contremaître, etc., était armé de fouets et souvent d'armes à feu. Et souvent, il avait aussi pratiquement droit de vie et de mort dans l'usine, parce que très souvent, dans l'usine, dans les manufactures, au début, donc le 18e, fin du 18e, même jusqu'au début du 19e, eh bien, beaucoup d'ouvriers étaient là parce que c'était des prisonniers qu'on avait de force des prisons pour travailler dans les manufactures, parce que les paysans ruinés par la révolution industrielle ne voulaient absolument pas travailler dans les manufactures parce qu'ils étaient traités comme des animaux, mais de manière sauvage, à tel point qu'ils préféraient aller se réfugier dans les forêts plutôt qu'aller travailler dans la manufacture. Donc, c'était les militaires, les policiers, les soldats qui allaient les chercher, les amener de force pour les faire entrer dans les manufactures, ou sinon, on amenait tout simplement des prisonniers de droit commun qui avaient commis des crimes, etc., etc. Et donc, le contremaître avait pratiquement le droit de les tuer ou de les battre jusqu'à la mort ou presque dans l'atelier. On verra tout ça plus tard. Et vous trouverez tout ça dans, évidemment, Engels, les conditions de travail à Manchester, dans la région de Manchester en 1948, les rapports de médecins que Engels reproduit et aussi Paul Montou, je pense, dans la révolution industrielle au XVIIIe siècle, Jean Neuville aussi, tout simplement la révolution industrielle, je pense, ça s'appelle comme ça, ou de la manufacture, pour ne plus, plus du titre exact, c'est 2 tomes, 2 ou 3 tomes de Jean Neuville, qui est un Belge. Bon,
Alors voilà, donc pour Claude Durand, c'est fait, j'espère qu'on m'a compris là. Donc le contremaître qui était promu tout d'un coup chef d'atelier, ou chef d'atelier, enfin je ne me rappelle plus exactement du grade, il a dit tout simplement que ce qu'il avait de plus que ce qu'il faisait avant, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait dans l'atelier. C'était, je crois, des horloges, il me semble, ou quelque chose du genre. C'était juste qu'il avait fait un stage où on lui a enseigné notamment le calcul différentiel, ou quelque chose comme ça, ou les statistiques, ou quelque chose du genre. Bon, quel rapport avec le fait de faire des horloges, par exemple, enfin, si c'était des horloges, je ne sais plus, il me semble. Alors voilà, bon, donc j'avais parlé aussi de la délégation des États-Unis qu'on a amené des patrons et des experts, des professeurs, etc., de gestion d'économie au Japon pour voir de leurs yeux si ce que, par exemple, Ezra Vogel, dont j'ai déjà parlé, qui a écrit Le Japon médaille d'or, et William Mucci, qui a écrit La théorie Z, j'expliquerai plus tard pourquoi la théorie Z, et Peter Z. Waterman, qui ont écrit Le prix de l'excellence, et où notamment ils donnaient l'excellence, notamment et particulièrement au Japon. Alors à l'époque, on est dans le début des années 80. Eh bien, pour voir si vraiment ce que disaient Peter Z. Waterman, Ezra Vogel, etc., et bien d'autres, c'était un certain Kawasaki, je crois aussi, un japonais qui a étudié, qui a écrit aux États-Unis. Je suis pas sûr tout à fait du nom, mais ça ressemble à ça. Donc, et cette délégation américaine, quand ils ont vu, c'est comme en Allemagne, je ne répéterai jamais assez que les Japonais, les Scandinaves, etc., etc., ont copié le modèle allemand. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas me dire aujourd'hui l'Allemagne est en train de sombrer, l'Allemagne, mais bien sûr, la guerre d'Ukraine a été créée, préparée pour faire sombrer l'Allemagne. Bon, notamment en la privant de 40% de ses sources d'énergie qui venaient de Russie, qui était le gazoduc de Gazprom, qui a été saboté, éclaté par, paraît-il, même des mini-bombes atomiques américaines. C'est normal que l'Allemagne va sombrer, mais c'est conjoncturel. C'est pas pour ça que ça veut dire que le modèle allemand finit. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y en a qui m'ont écrit ça. Bon. Alors, donc cette délégation US, en voyant ça, qu'il y avait des comités, etc., de co-gestion, qui exactement le modèle allemand, depuis Bismarck, 1870, eh bien, depuis paritaire, et d'un côté les employés et syndiqués, de l'autre côté cadres et actionnaires, et qui avaient d'un côté et de l'autre la même voie de vote, le même pouvoir de décision, de participation à la décision, etc., depuis l'atelier jusqu'au directoire. Alors voilà une des raisons, j'expliquerai ça plus tard, pourquoi ceux qui n'ont pratiquement pas souffert de la crise de 2008, c'est comme par hasard l'Allemagne, la Scandinavie, l'Islande, oui, l'Islande, bien sûr, le Japon, la Corée. Pourquoi? Parce que leurs entreprises, entre autres, particulièrement l'Allemagne, sont parmi les plus autofinancées du monde. Alors que le management et l'économie américaine vous enseignent how to make money with others' money. Le plus grand manager, le plus intelligent pour les Américains, c'est celui qui fait de l'argent avec l'argent des autres. Alors que l'Allemagne, le Japon, etc. Bon, le Japon a de grosses dettes, on le sait. Bon, tout le monde est endetté aujourd'hui. Mais bon, mais à ce moment-là, crise de 2008, l'Allemagne s'en est sortie pratiquement sans égratignure, entre autres, plus la Scandinavie, parce que leurs entreprises étaient pratiquement toutes totalement autofinancées. Bon,
quand même, c'est des différences qui méritent d'être analysées. Est-ce que notre entreprise algérienne, à nous, chez nous, nos patrons, est-ce qu'ils ont plutôt intérêt à travailler comme les Américains avec l'argent des autres ou comme les Allemands avec leur propre argent et s'autofinancer le plus vite possible? Bon, alors donc, cette délégation US, quand elle a vu ça, donc jusqu'au directoire, c'est-à-dire jusqu'à là où on fait des décisions stratégiques de l'entreprise, et quand ils ont entendu le président de la Japan Airlines leur dire de sa propre bouche, j'ai un salaire inférieur à celui de mes pilotes, c'est pas le seul, pratiquement tous les PDG, tous les patrons du Japon, c'est la même chose. En Allemagne, je vous ai déjà dit, il y a différence entre un ouvrier, un employé 45 ans qui a 3 enfants et un jeune cadre, docteur en je sais pas quoi, etc., qui n'a pas d'enfants, qui vient, ben, évidemment, celui qui a 45 ans et 3 ou 4 enfants est mieux payé que le jeune homme ou la jeune fille qui vit seule et célibataire et même avec un doctorat. Parce que c'est de la compétence indirecte. Bon, compétence directe, c'est quand on a commencé comme ouvrier. Ah oui, j'avais promis de vous donner la référence de cet article sur lequel je n'arrête pas de vous dire que en Allemagne, ces deux auteurs, donc deux sociologues français, qui ont fait, malgré le nom de l'un d'eux, qui s'appelle Bauer, je pense que tous les deux sont français, qui ont fait la comparaison entre la façon dont se font les promotions et les nominations dans les entreprises entre la France et l'Allemagne. Et ils aboutissent aux conclusions suivantes, c'est que contrairement à la France, où les patrons, etc., sont parachutés, sont héliportés, j'utilise leur propre terme, hein, transportés par hélicoptère, parachutés, jetés d'en haut, recrutés au milieu de la pyramide, etc. Et bien, ils ont dit, Allemagne, il n'y a rien de tout ça. Tout le monde est recruté à la base de la pyramide. Tout le monde. Quel que soit son diplôme, quel que soit, etc. Et au Japon, si vous êtes le fils ou la fille, enfin le fils, parce que c'est plutôt des hommes, de Toyota, du patron Toyota ou de Honda, vous n'avez pas le droit de travailler à Toyota si vous êtes membre direct de la famille Toyota. Pas le droit. Vous allez travailler ailleurs, chez Honda ou Mitsubishi et inversement. Le fils du patron de Honda va travailler chez Toyota ou ailleurs, ou Nissan, ou peu importe. Pourquoi? Il y a un principe au Japon qui s'appelle le WA, W-A avec accent en français, qui veut dire l'harmonie. Alors, leur argumentaire, c'est que il est évident que si le fils du patron ou la fille du patron devient vice-président et voyage et machin et un salaire de je sais pas quoi et tout, ben, ça brise l'harmonie dans l'entreprise. Et quoi que fasse ce fils ou cette fille du patron, ben, tout le monde va dire bien sûr, le piston, c'est le fils du patron, la fille de la patronne. Bon, ben, au Japon, ça n'existe pas. Je le répète, vous êtes le fils Toyota, vous ne travaillez même pas dans une usine Toyota. Vous allez faire vos preuves ailleurs. Et chez nous, comment on fait? Hein? J'ai connu quand j'étais étudiant à Alger, à la fac d'Alger, entre sciences éco et lettres. C'était en face, hein, j'allais de l'un à l'autre. Eh bien, j'ai connu un fils à, comme dirait Dieudonné, à maison mère, qui recrutait, il était encore à la fac, dernière année, qui recrutait déjà à la fac
la faculté d'Alger, d'économie notamment, ses futurs collaborateurs, parce qu'en sortant de la faculté, il était directement directeur d'une entreprise. Ça, même les Français ne le font pas, il me semble. Enfin bon, revenons aux questions de promotion, là, de comparaison. Donc, je vous ai dit que, bon, alors, il s'appelle, prenez de quoi noter, s'il vous plaît. J'espère que depuis le temps, je vous ai donné le temps de prendre de quoi noter. C'est M. Alors, je ne sais pas si c'est Michel ou, enfin, peu importe. Le prénom, c'est M. Et le nom, c'est Bauer. B-A-U-E-R. M. Bauer. B-A-U-E-R. Et B. Je pense que c'était Brigitte, je ne sais plus, parce que c'était une femme, j'en suis sûr. Mais B. Bertin, B-E-R-T-I-N, trait d'union, Mourot, M-O-U-R-O-T. Alors, je répète les auteurs. M. Bauer et B. Bertin, trait d'union, Mourot, avec O-T à la fin, et ça s'intitule Comment les entreprises françaises et allemandes sélectionnent-elles leurs dirigeants. Alors, je répète le titre, c'est un article. Comment les entreprises françaises et allemandes sélectionnent-elles leurs dirigeants? Point d'interrogation. Et c'est publié dans la revue Problèmes économiques, au pluriel. Donc la revue Problèmes économiques, au pluriel, numéro 2337, Problèmes économiques, au pluriel, numéro 2337 du 11 août 1993. Alors je suis désolé, l'année c'est 1993. 11 août 1993. Oui, quand même récent. Hein. 11 août 1993, les pages de l'article 14 à 19. Page 14 à 19. Bon, alors voilà, vous avez les références, comme ça on ne pourra pas dire, comme on le dit souvent, en Maractouf, charlatan, flibustier, il raconte ce qui lui passe par la tête, etc. Vous avez les références et vous pouvez aller vérifier ce que je dis. Bon, alors, donc pour cette délégation US, je vous disais, ils ont, alors, j'ai parlé de Bauer et Bertin Mourot à cause de ça, le fait que vous n'arrivez en haut de la hiérarchie que si vous êtes hyper compétent, direct, d'abord. Ensuite, compétence indirecte. 3 sur 5, 4 sur 5 même, ça dépend des secteurs, en Allemagne, qui sont devenus PDG 25 ans après et qui ont été recrutés 25 ans avant avec les mêmes. Donc, ce sont les mêmes qui voient leurs collègues qui montent. Il est recruté comme ouvrier et mécanicien. Et bien, grâce au système de formation duale dont je vous ai déjà parlé, sur lequel je reviendrai, sur les détails, eh bien, ses compagnons recrutés avec lui il y a 25 ans ou 30 ans l'ont vu faire en plus des études de finance à la faculté de finance, de mathématiques, d'économie
de l'université. Ils l'ont vu faire des études d'informatique. Ils l'ont vu faire des études de stratégie, planification, etc., à la faculté d'économie ou la faculté d'économie politique ou de sciences politiques, etc., de l'université. Ils l'ont vu aller étudier la gestion comparée, etc., à l'université de Berlin, de je sais pas quoi, à la faculté de sciences politiques et morales et industrielles et sociales, etc. Une journée par semaine, parfois deux, payée par l'entreprise. Et puis, comme ça, c'est ce qu'on appelle une carrière transversale. Et ce sont ses compagnons, comme au Japon, comme en Scandinavie, comme dans l'entreprise Cascade dont je n'arrête pas de parler, compagnie canadienne nord-américaine. Ce sont les ouvriers d'abord qui choisissent qui sera leur contremaître, qui sera leur chef contremaître, qui sera leur chef d'atelier, qui sera le directeur de leur usine. Eh bien, celui qui devient PDG, c'est comme ça qu'il monte. Ce sont ses collègues, depuis le groupe d'ouvriers mécaniciens, qui un jour ont dit, bon, ben, on n'a plus de chef, ben, celui qu'on veut, c'est lui. Parce que c'est lui qui connaît très bien la mécanique, c'est lui qui sait en parler, c'est lui qui sait nous mettre d'accord, c'est lui qui sait régler nos problèmes quand on ne sait pas c'est lui qui sait simplifier avec son langage comment nous expliquer les choses, donc c'est lui qu'on veut. Alors regardez la différence avec le système français américain où c'est le patron qui ne connaît rien. Comme ce sont en plein Fayol et Taylor, les deux. Ils ont déploré avec la plus haute énergie le fait que les patrons français et américains ne savent rien de ce que fait l'ouvrier. Bon. Alors nos patrons à nous, français, américains, etc., qui ne savent rien de ce qui se passe au niveau de l'usine, au niveau de l'ouvrier, au niveau de l'objet de production, comme je ne n'arrête pas de le répéter, c'est lui qui dit « ça sera mon neveu ». Bon, son neveu, ça peut être un âne certifié par un vétérinaire, c'est pas grave. C'est le neveu du patron, et c'est le patron qui a dit c'est lui qui sera chef, eh bien il sera chef. Et après on se demande pourquoi les ouvriers qui travaillent avec ce neveu ne sont pas motivés. Et on va chercher des tonnes et des tonnes et des tonnes de théories de motivation qui ne marchent pas. Alors là, je vous mets un autre défi. Je mets au défi n'importe qui m'écoute ou qui connaît des gens qui enseignent la motivation, le blablabla, tout ça, etc., l'organisational behavior, le comportement organisationnel, les experts, les consultants, de tout ce que vous voudrez, de venir me confronter sous la forme qu'il ou elle voudra et m'expliquer s'il y a une seule des milliers de théories, des centaines de théories de motivation fabriquées par les États-Unis qui fonctionnent. Ou une seule théorie de leadership. Une seule. Bon. Alors combien de défis j'ai lancés là jusqu'à présent? Ils sont où? Ils se cachent où tous ces gens qui enseignent ces âneries? Et je le leur dis, messieurs, mesdames qui enseignez le modèle US, le modèle français, vous enseignez des âneries, des bêtises qui non seulement ne servent à rien, mais font tout le contraire de ce qu'elles sont censées faire. Détruire l'humain et la planète. Bon, alors donc cette délégation US, excusez-moi, mais aujourd'hui, comprenez bien la situation de cette semaine,
dans quel état d'esprit elle a pu me mettre et que je ne peux pas parler de tout ça en faisant l'indifférent. Je ne peux pas. Excusez-moi. Si ça vous dérange, je m'en excuse. Et j'espère qu'au moins le contenu est là et que vous en profiterez. Bon, alors donc c'est cette délégation américaine, je le répète, de hauts dirigeants, présidents, experts, professeurs, blablabla, en économie, gestion, etc., tout ça, ben, quand ils ont vu ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et cherchez, s'il vous plaît, YouTube, documentaire, voyage, délégation américaine, vérifier les théories de Peters et Waterman en entreprise japonaise. Vous trouverez peut-être. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme ils m'ont dit ici pour Cascade, quand j'ai commencé à exposer le modèle Cascade, qui est aujourd'hui une des meilleures réussites du monde, en pâte et papier. Je dis bien du monde. Et réussite financière aussi. Alors qu'ils partagent tout. Tout. Des profits jusqu'au camion, en passant par les produits que les usines font, n'importe quel ouvrier, n'importe quel employé ou membre de sa famille peut venir à l'usine, prendre des tuiles, des machins, des bardeaux d'asphalte avec lesquels on couvre les toits, des boîtes de plastique, des ceci, tout ce que fabrique l'entreprise. L'ouvrier et sa famille ont le droit de se servir autant qu'ils veulent, y compris des camions et des véhicules, pour leurs besoins personnels, pour aller chercher du bois, par exemple, pour l'hiver. Bon. La seule condition, c'est que si vous utilisez un camion de Cascade pour aller chercher du bois pour vous, pour votre gendre, pour votre beau-frère, pour votre frère, dans je sais combien de dizaines ou centaines de kilomètres dans le bois pour vous chauffer pendant l'hiver, c'est d'utiliser le camion quand la compagnie n'en a pas besoin, la moindre des choses, et que vous le ramenez dans l'état où vous l'avez pris, ce qui est la moindre des choses. Et tout ça gratuitement. Et ils sont riches, c'est parmi les plus riches du Canada, et ils partagent tout, et tout marche de manière formidable dans leur entreprise. Tout. Et comme ce que je viens de vous dire pour les Japonais, ce sont les équipes d'ouvriers qui désignent leur chef, leur directeur d'usine, etc., etc. Bon, alors les Américains, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, comme on m'a dit à HEC Montréal, quand j'ai exposé ce modèle. Oh, that's communism. C'est du communisme. C'est pas une entreprise, c'est pas des entreprises, ça. C'est pas des chefs d'entreprise. C'est pas des leaders. Alors c'est quoi? Ils font des voitures mieux que vous, des trains mieux que vous, des bateaux mieux que vous, des villes intelligentes 1000 fois mieux que vous. Bientôt des avions dont vous n'avez aucune idée qui peuvent voler dans des tunnels. Bon. Alors appelez ça communisme, appelez ça tout ce que vous voudrez, mais ils vous battent sur tous les plans. Et totalement. Et on expliquera ça plus tard, comment et pourquoi les Américains ont perdu tellement de temps avant de reconnaître que les produits japonais sont peut-être meilleurs que les leurs et qu'ils commencent enfin à les admettre et à admettre leur technologie aujourd'hui. Vous achetez Chevrolet, c'est pas Chevrolet, c'est Suzuki, à part la carcasse.
Vous achetez Ford, c'est pas Ford, c'est Mazda. Vous achetez General Motors, c'est pas General Motors, c'est Toyota. Bon, et les plus grands exportateurs de véhicules made in US, faits aux États-Unis, c'est Honda et Toyota. Bon, alors quel modèle il faut étudier? Pourquoi nous, en Algérie, on n'arrête pas d'envoyer des délégations et des gens étudier, etc., aux États-Unis, quand il faut les envoyer au Japon ou en Allemagne? Pourquoi? Parce que tout simplement, avec les Japonais et les Allemands, il n'y a pas de... Hein? Comme dirait Dieudonné, les affaires d'à côté. Avec les Japonais et les Allemands, il n'y en a pas. Les Français et les Américains, c'est d'abord les affaires d'à côté qui commencent. Et après, on parle des vraies affaires. Voilà la raison. C'est tout, il n'y en a pas d'autre. Bon. Alors, donc cette délégation US est revenue complètement non convaincue. C'est du communisme, c'est du... C'est pas des patrons, c'est pas des leaders. Comment? Un PDG qui touche salaire inférieur à son ingénieur métallurgiste ou son pilote. C'est un leader, ça? Un leader? Hein? Alors, je vous ai parlé des 100 plus payés patrons du Canada qui ont fait en 3 heures, pardon, le 1er janvier, le revenu total d'une année d'une famille canadienne. J'ai oublié de vous dire qu'il s'agissait de chacun des 100 patrons. Parce qu'il y en a qui m'ont écrit, et dans ce qu'ils m'ont écrit, j'ai compris qu'ils ont compris que c'était les 100 patrons ensemble. Non, c'est chacun des 100 patrons a fait en 3 heures le 1er janvier ce que ne fait une famille complète canadienne qu'en une année. Bon, et on va vous expliquer comment on arrive à faire ça à HEC Montréal. Allez-y, on vous l'expliquera. Ou dans les écoles de gestion d'Alger. Bon. Alors, j'ai parlé de l'état social, et je n'ai pas terminé non plus pour qu'on transforme en état-providence, parce qu'évidemment, le mot providence est plus péjoratif. Alors, pour discréditer le Canada, qui était un état-providence, un état social comme l'Australie, qui était aussi. L'Australie s'est transformée à partir du thatcherisme. Donc, et puis, l'Indonésie, je pense qu'elle est toujours... la Nouvelle-Zélande, pardon, est toujours social-démocrate, comme l'Islande, comme la Malaisie, comme etc., etc., etc. Bon, comme la Finlande, etc. Bon, donc, alors cet état social est évidemment inacceptable dans un État où on veut des patrons et des barons voleurs qui font en 3 heures ce qu'une famille ne fait qu'en une année. Ça, c'est du vol. C'est pas autre chose. Si j'étais Premier ministre du Canada, ces 100 patrons-là, le 1er janvier à midi, ils auraient été en prison. C'est pas possible de faire en 3 heures ce que fait une famille canadienne en un an si on n'est pas un bandit. Ça n'est pas possible. D'une façon ou d'une autre. Bon. Excusez-moi si j'élève la voix. Hein. Alors, pour Cascade, je n'avais pas terminé. Je vous avais dit que mes collègues, évidemment, étaient plus que fâchés. Il faut voir les têtes qu'ils faisaient quand
au fur et à mesure où je déroulais le fonctionnement de Cascade. Partager les profits, partager l'hélicoptère des 8 présidents, les familles font des tours avec quand ils veulent, quand l'hélicoptère est libre, partager la villa de vacances du PDG et de sa famille en Floride quand elle est libre. Il y a une liste d'attente des ouvriers qui vont à tour de rôle en famille pour passer leurs vacances, une semaine ou deux, dans la villa du PDG en Floride, etc., 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 jusqu'au partage des camions, jusqu'au partage des produits. Ils se servent comme ils veulent, autant qu'ils veulent. On leur fait totale confiance, etc. Et les outils, ils peuvent prendre les outils, les machines-outils, etc., de l'entreprise pour aller s'en servir s'ils ont une petite ferme ou la ferme de leur gendre ou de leur frère ou de leur ceci, cela, sans aucun problème, sauf, comme je l'ai dit, si ça ne nuit pas au travail de l'entreprise et les ramener dans l'état dans lequel on les a pris. Alors, au fur et à mesure où j'expliquais ça, je voyais les têtes de mes collègues devenir des têtes de cadavres. Parce que les Canadiens eux-mêmes ne savaient pas qu'au Canada, il existait ce genre de choses. Il y en a même qui m'ont dit, mais Omar même, mais tu inventes. Pas possible. Jamais entendu ça. J'invente. Eh bien, j'ai fait venir à plusieurs reprises, je vous en parlerai plus tard, vous verrez à quelle occasion, le président lui-même de Cascade, président propriétaire, ses deux frères, d'autres vice-présidents, planification, etc., etc., ressources humaines, tout, et des ouvriers en même temps à HEC Montréal. Et vous allez dans HEC Montréal, bibliothèque, etc., vous cherchez vidéo Omar Aktouf Cascade, et vous trouverez des vidéos où un ouvrier parle à côté du frère propriétaire, deuxième vice-président de Cascade, et qui racontent tous les deux pour confirmer ce que moi je disais et j'écrivais sur eux. Eh bien, l'amphithéâtre, les autres salles, etc., étaient pleines à craquer d'étudiants, d'autres professeurs et d'étudiants, etc., qui venaient de sciences sociales, de sociologie, de philosophie, de je sais pas quoi, mais pas un seul professeur de HEC Montréal. Pas un seul n'est venu écouter une seule fois ce que dit un vice-président ou même le président qui est venu une fois et les ouvriers de cette entreprise Cascade à propos de ce que j'ai dit d'eux, mais ils disent tous que ce que j'en dis, pas vrai. Alors maintenant, ils récupèrent. Maintenant que c'est un succès mondialement connu, ils récupèrent, mais en y mettant des éléments de leadership. Alors, les frères Lemaire qui ont créé ça, ben, c'est parce que c'est des leaders naturels. Ils ont le leadership qui était dans le ventre de leur maman. Et puis c'est grâce à ce leadership que tout est récupéré. Donc, bon, de la connaissance, ça, c'est du savoir, ça. C'est quoi? C'est de la justification a priori d'une idéologie qui n'a aucun sens. Voilà ce qu'ils font. Bon, alors, l'un de mes collègues, l'un des plus cotés collègues, c'était une des vedettes de HEC Montréal à l'époque. Il me dit, Omar, on a déjà eu une religion au Québec qui s'appelle la religion, l'Église catholique, qui avait la main mise sur tout ce qui est francophone, etc. Je vous ai déjà dit que HEC Montréal a été créé pour faire des francophones qui étaient les esclaves des anglophones, pour en faire eux aussi des patrons, mais des patrons qui vont faire un pays qui s'appelle le Québec
et pas juste des patrons qui s'enrichissent. Voilà ce qu'est l'origine de HEC Montréal. Et c'est pour ça qu'ils m'ont recruté. Ce sont parmi les fondateurs, dans cet esprit-là, qui m'ont recruté, moi. Bon, ils sont venus me chercher à Trois-Rivières où j'étais, en 1983. Bon, 86, excusez-moi, 1986. Bon, alors donc, ce monsieur me dit, on a déjà eu une religion, on s'en est débarrassé, parce qu'évidemment, l'Église catholique, c'est pas moi qui le dis, là, c'est dans la littérature québécoise, dans l'histoire de la littérature et de l'histoire du Québec, comment l'Église contribuait à maintenir les francophones catholiques dans des positions inférieures aux positions des protestants anglo-saxons. Et donc, il a fallu, là aussi, lever ce carcan. Alors, ce professeur me dit, on a levé le carcan de la religion catholique, etc., qui nous maintenait en état de subordination totale. On n'a pas besoin d'une deuxième religion qui s'appelle la religion cascade. Parce que ce dont tu nous parles, c'est un fonctionnement de secte. Ton PDG, Bernard Lemaire, là, c'est pas un PDG, c'est un chef de secte. J'ai dit, pourquoi c'est une secte? Explique-moi, pourquoi tu dis que Cascade, à partir de ce que je viens de dire, une entreprise qui partage des profits, qui partage ses produits, qui partage les décisions, qui partage les nominations des dirigeants, qui fait participer les ouvriers à tout, qui s'occupe de leurs maladies, des maladies de leur famille, de leurs enfants, de leurs écoles, de l'environnement de leur village. Ça s'appelle une secte maintenant. Pourquoi le mot secte? Pourquoi? Ah ben parce qu'il n'y a pas de management là-dedans. Pas des managers, ça. Alors voilà. Je me suis fait des ennemis aussi à cause de ça. Bon. Alors, je vais ici obéir à une demande qu'on m'a faite. On m'a demandé de revenir sur les 12 rémunérations du capital dont j'ai parlé la semaine dernière, parce que certains n'ont pas eu le temps de prendre des notes, et certaines, et donc d'autres apparemment à qui on en a parlé, et qui voudraient l'entendre de ma bouche et l'expliciter de ma bouche, parce qu'il y a des aspects qui n'ont pas très bien saisi ou que j'ai peut-être mal expliqué. Alors je vais essayer de le faire assez rapidement. Alors, l'idée, c'est qu'on nous fait croire, l'idée de départ, pourquoi j'ai commencé à réfléchir là-dessus, comment et combien de fois le capital se rémunère-t-il en tant que facteur, le facteur capital. Ça va? Bon. Parmi les facteurs de production, que sont la nature, le travail, matières premières, etc. Alors, on prétend que le profit, c'est la rémunération du capital. S'il n'y a pas de profit, le capital et le capitaliste n'est pas rémunéré. Bon, alors moi je dis c'est archi faux. Même si on enlève le profit, il est déjà rémunéré 11 ou 12 fois, seulement par rapport de force, comme l'a établi Karl Marx dans son fameux, je pense, travail, salaire et prix, travail, salaire et prix, oui, ou dans sa théorie de l'aliénation, je pense. Donc voilà. Alors, la première rémunération, j'ai déjà dit, bon, bien sûr que je l'ai dit, puisque je dois le répéter, c'est l'amortissement. L'amortissement, c'est un flux d'argent intangible qui rend les facteurs de production et les machines, etc., les immobilisations, tout ce qui s'ensuit, gratuites au bout d'un certain temps, selon le taux d'amortissement
que fixent des gens liés au capital. Ce n'est pas les ouvriers, ce n'est pas les syndicalistes, ce n'est pas les employés, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les moyens qui fixent le taux d'amortissement, c'est les gens du capital. Bon, et ça s'appelle une convention en plus. Alors cette rémunération-là, elle ne va pas dans la poche des ouvriers. C'est de l'argent, un flux d'argent qui va remplir encore plus le coffre du patron et du capital. Deuxième rémunération supplémentaire, le salaire que le capitaliste se donne. Et quel salaire? Bon, je viens de vous parler chacun des 100 premiers mieux payés du Canada. Son salaire de 3 heures, c'est l'équivalent d'une année d'une famille canadienne. Ça ne suffit pas, ça? Il faut du profit en plus. Pourquoi? Parce qu'ils le veulent. C'est tout. Je vous parlerai plus tard de comment le grand économiste John Stuart Mill a expliqué ce phénomène-là et pourquoi il existe, mais ce n'est pas le moment, ça serait trop long. Bon, alors, donc le salaire du capitaliste. Troisième rémunération, la capitalisation de l'entreprise. La capitalisation, ça veut dire la valeur que prend avec le temps l'immobilier, par exemple. On sait que ici, en tout cas, la convention, c'est 2% par an. Chaque année, l'immeuble de l'entreprise, ou chacun de ces immeubles, prend 2% de plus. Bon, alors au bout de 20 ans, je pense, il est amorti, ça y est, il est gratuit. Bon, donc la capitalisation et la valeur que gagne non seulement l'amortissement, c'est amorti aussi, mais il y a un gain selon la valeur du marché qui s'ajoute, ce qu'on appelle la capitalisation. Donc, troisième rémunération du capital. La quatrième, c'est ce qu'on appelle l'avoir des actionnaires, equity en anglais, c'est-à-dire ce qui reste après impôt et amortissement, impôt et investissement, pardon, ce qui reste après impôt et investissement, et que Taylor disait devoir être équitablement partagé avec tous les employés. Frédéric Taylor. Bon. Il n'y a aucun livre qui parle de Frédéric Taylor qui dit ce que je vous dis. Cherchez. Ou un professeur. Cherchez. Bon. Alors, voilà donc la quatrième rémunération. La cinquième, c'est ce qu'on appelle les provisions pour mauvaise créance. Provisions pour mauvaise créance, c'est-à-dire l'État qui permet à l'entreprise, à l'entrepreneur, au patron, de conserver une certaine réserve d'argent qui va servir à couvrir d'éventuels créanciers qui ne paieraient pas leur dû aux membres de l'entreprise, au patron de l'entreprise. Bon, c'est de l'argent, ça. C'est beaucoup d'argent. Ça va où? Dans le coffre du capital. Quatrième. Donc la cinquième. La sixième, c'est le jeton qu'on donne aux membres des conseils d'administration qui sont tous systématiquement ou presque des patrons. De temps en temps, on trouve des professeurs pourris, corrompus des entreprises pour signer ce que signe le conseil d'administration, qui est une mafia, je l'ai expliqué, et où les patrons, par procuration ou directement eux-mêmes, se votent entre eux leur salaire, leur villa de fonction, leur deuxième villa de vacances, leur avion personnel, leur voiture de fonction, leur bateau de promenade, leur etc., etc., etc. Entre eux. C'est ça un conseil d'administration. Et ils touchent des jetons pour ça. Et qu'est-ce que c'est un jeton? Eh bien, c'est quelque chose comme l'équivalent du salaire d'un cadre
supérieure d'un mois ou de 2 mois ou de 3 mois que cet administrateur va gagner en une demi-journée, en une réunion du conseil d'administration. C'est tout. Bon, donc ça va où ça? Ça va dans la poche du patron, dans le coffre du capital. Donc ça, c'est la 6e rémunération. La 7e, ce sont les subventions que l'État donne aux entreprises. Alors cherchez, s'il vous plaît, en Algérie, combien d'entreprises ont des subventions pour fonctionner et jusqu'où vont ces subventions. Pendant que je lis dans le Ouatan et dans d'autres journaux qu'on est en train de conseiller, de commencer à parler dans notre gouvernement actuel, de cibler et de réviser les subventions. Il faut arrêter de subventionner les pauvres types qui gagnent 500 dinars par jour. Hein? On va cibler les subventions et il faut subventionner ceux qui produisent des richesses, ceux qui créent des richesses. On a vu les richesses qu'ils créent. Hein? Bon. Alors ça va où ces subventions-là? Et je vous ai dit de lire, s'il vous plaît, ne serait-ce que Joseph Stiglitz, la grande désillusion. Il n'y a pas que lui. Je peux vous en citer des dizaines. Il vous explique combien de patrons il a vu défiler par jour dans son bureau quand il était patron du Conseil économique de Clinton pendant 8 ans. Et ces patrons défilaient pour mendier des subventions alors qu'ils faisaient des profits. Bon. Un ministre du gouvernement du Québec d'ici, il y a quelques années, pour ne pas citer son nom, il s'appelait Yves Séguin, il a démissionné au bout de quelques mois de son poste de ministre des Finances, ou de l'économie, je ne me rappelle plus, parce que, son premier ministre, qui était un membre pourri jusqu'à l'os de la pourriture de la corruption politico-financiero-capitaliste, l'a empêché de continuer une action de récupération de évasion fiscale. Il avait commencé à récupérer quelque chose comme 150 millions de dollars d'évasion fiscale de l'entreprise et tout d'un coup, son Premier ministre lui dit stop. Comme Tony Blair a dit stop à Eva Joly quand il lui avait demandé à Eva Joly, celle qui a été candidate à la présidence en France, etc., la fameuse juge norvégienne, de faire l'audit de la place financière de Londres. Et quand elle est arrivée avec le premier rapport où elle prouvait que déjà, avec le premier rapport, on montrait que l'échantillon, c'était pratiquement que de l'argent sale, de l'argent de drogue, de l'argent de trafic d'armes, de l'argent d'évasion fiscale, de l'argent de tricherie fiscale, de l'argent de tricherie des facturations et des surfacturations, etc., etc., etc. Tony Blair lui a dit stop, on arrête là. Elle a écrit un livre, je ne me souviens plus du titre, et je l'ai, et cherché Eva Joly. C'est l'un de ses derniers livres qui date de 2005 peut-être, quelque chose comme ça. Enfin, dans ces années-là, je ne sais plus exactement. Mais bon, Eva Joly. Et vous trouverez ce que je viens de vous dire. Bon, alors on en est où là? La 7e. La 8e rémunération, c'est les différentes mesures de baisse des coûts des matières premières d'un côté, les conquêtes quand les Américains vont conquérir la Syrie, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan, le Mexique, etc., etc., etc. Vous savez que les Américains ont volé au Mexique 5 États. Depuis le Texas jusqu'à la Californie, ça appartenait au Mexique.
Mais lisez l'histoire du Mexique et vous le verrez. Bon, alors donc, c'est la baisse des coûts du travail. Alors quand ils vont comme ça conquérir ces pays-là dont je viens de vous parler, eh bien, le pétrole irakien, il vient gratuitement aux États-Unis. Le coton, le textile, le savon, le je sais pas quoi de Syrie vient gratuitement aux États-Unis, ou presque. Et tout ça, ça va où? Ben, c'est la baisse des coûts des matières premières. Et ça va dans les coffres du patronat, du capital. Et là, c'est sans parler de la baisse des coûts du travail. En 2008, et Joe Biden l'a dit la semaine dernière, je l'ai dit la semaine dernière aussi, enfin il y a 2 semaines, il l'a dit aux ouvriers de General Motors en grève, il leur a dit c'est vous qui avez fait les États-Unis, c'est pas les financiers, les patrons de Wall Street. Donc il a dit textuellement ce n'est pas le capital qui a fait les États-Unis, c'est les travailleurs, à commencer par les esclaves. Joe Biden. Et il a dit il est temps de vous restituer tout ce que vous avez donné après la crise de 2008. Écoutez-le, cherchez Biden, General Motors, et vous verrez, il y a 2 semaines. Bon, alors cet argent, il va où? Les ouvriers américains ont accepté de baisser leur salaire en 2008, après la crise, de 10, 15, 20, 30%. Ils ont renoncé à leurs primes, ils ont renoncé à des bonus, ils ont renoncé à leur augmentation, ils ont renoncé aux heures supplémentaires, ils ont renoncé au... Wow! Tout cet argent, il va où? Bon, alors on en est à la 8e rémunération. La 9e, c'est les échappatoires fiscales. 35 000 milliards de dollars dans le monde, dont nos propres patrons qui ont des fonds d'évasion fiscale dans le fonds Fonseca de Panama Papers. Et leurs noms sont sortis dans les journaux, y compris en France et au Canada, parmi les plus grands de nos patrons. Bon, alors cette évasion fiscale, qui en profite? Le capital. Et l'État, qu'est-ce qu'il dit? Ah, j'ai pas d'argent, il faut que je cible les subventions, il faut couper dans les écoles, il faut couper dans les routes, il faut couper dans la farine, il faut couper dans ceci, couper partout, l'assurance chômage, couper, l'assurance médicaments, couper. Mais aller chercher où l'argent des capitalistes fuit et s'en va, non. Il n'y a rien à chercher là-bas. Bon, comme l'a fait Macron maintenant, il a enlevé 10% des retraites complémentaires. Heureusement, je pense qu'il est revenu là-dessus. 10% des retraites complémentaires des retraités français. Pendant que juste M. Arnaud gagne 410 000 ans par an de salaire de son ouvrier. Il va chercher 1% de ce 410 000 ans et c'est 100 000 fois plus que tout ce qu'il va chercher sur les 10% des pauvres retraités. Mais évidemment, les retraités, c'est pas comme Arnaud. C'est pas eux qui font élire Macron. 10e, rétrocommission. Les affaires d'à côté. Ça va où, ça, les rétrocommissions et les commissions et les lobbies et les lobbyistes et tout ça? Ça va où, cet argent? Dans le coffre du capital et du capitalisme. La 11e rémunération. Les spéculations sur les actions. Toutes ces stock options, ces centaines et ces milliers d'actions gratuites, je vous expliquerai plus tard, les traficotages que font les patrons pour faire dégringoler le prix des actions quand ils les prennent. D'abord, ils ont une grande part gratuite et le reste, ils l'achètent et ils s'arrangent pour faire dégringoler la valeur et ensuite spéculer à la hausse pour ensuite les vendre avec des mensonges inouïs à des prix inouïs
et empoché des milliers, des centaines de millions, de milliers de dollars. Bon, ça, c'est la spéculation. Et les dividendes et le profit, c'est la 12e rémunération du capital. Alors, je mets au défi quiconque de détruire ces arguments, de les défaire, de les contredire, de les déconstruire. Je défie quiconque. Et je défie quiconque de m'expliquer une portion de pourquoi le capital a-t-il le droit de se rémunérer 12 fois. Bon. Alors voilà encore un des énormes mensonges du néolibéralisme. Non seulement des mensonges, mais ce sont des mensonges qu'on vous enseigne et que vous trouvez dans les livres de gestion, etc., comme étant des éléments de fonctionnement, de gestion, de bonne gestion, etc. Bon, alors laissons tout ça. Maintenant, on va passer à la suite de là où on était la semaine dernière. Il nous reste à peu près une demi-heure. Bon, alors donc, on s'était arrêté à cette comparaison de la hiérarchie et du fonctionnement de l'échoppe de l'artisan, qu'on prétend être une évolution directe qui est passée de cette échoppe de l'artisan, qui a évolué, qui s'est améliorée, etc., alors que ça a été une régression terrible dans le sort des êtres humains et des sociétés humaines et de la nature, on va voir comment, tant que c'était des échoppes de d'artisans, c'était infiniment plus favorable aux êtres humains, toute proportion gardée évidemment selon les catégories. Je parle des êtres humains en général et en majorité. Bon, et la nature, et bien, tant qu'il y avait l'artisan et les shops de l'artisan, c'était infiniment plus intelligent, plus rationnel, plus conforme à toutes les sciences que tout ce qu'on va créer après avec la manufacture, l'entreprise, la science économique et la science managériale. On va voir petit à petit comment et pourquoi. Bon, alors il faut commencer par comprendre comment est née la manufacture et le capitalisme moderne, qui est le capitalisme industriel. Bon, plus tard, on va opposer capitalisme industriel à capitalisme financier, mais pour moi, c'est une fausse manière sémantique de parler des choses. Il faut parler de capitalisme entrepreneurial, qui est le capitalisme du Japon, de l'Allemagne, de la Scandinavie, etc. Aujourd'hui de la Chine, du Brésil, de la Russie. Bon, capitalisme entrepreneurial contre et par rapport au capitalisme financier, qui est le capitalisme des États-Unis, du Canada, de l'Europe. Bon, alors l'Europe, évidemment, en enlevant l'Allemagne et la Scandinavie et l'Islande, notamment. Bon, alors donc, je préfère personnellement parler de capitalisme industriel dont une branche est devenue plus financière que vraiment industrielle ou entrepreneuriale. Donc c'est aujourd'hui le capitalisme à l'américaine, la bourse. On va voir plus tard ce que c'est que la bourse. Et quelle différence il y a
entre la bourse de New York, la bourse de Paris, de Londres, d'Ottawa, de Toronto, qui sont des pays de Suisse, qui sont des pays de capitalisme financier, par rapport, je dis la Suisse personnellement, parce que Michel Albert, lui, je ne sais pour quelle raison, je ne me souviens plus, il met apparemment la Suisse parmi les pays du capitalisme entrepreneurial. Moi, ça m'étonne énormément, mais on sait très bien que tous les capitaux les plus sales du monde sont en Suisse, numéro 1, numéro 2 à Londres, numéro 3 aux États-Unis. Bon, c'est là que se trouve le capitalisme financier dans son visage le plus hideux, le plus méprisable, le plus dégueulasse. Alors, il faut faire attention à ça. Donc, le capitalisme financier, c'est une branche du capitalisme industriel qui est née avec la révolution industrielle, qui a bifurqué beaucoup plus vers la fructification de la finance par la finance, donc la spéculation, les actions, les bourses, etc., 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 que vers la production d'utilité et de commodité d'économie réelle. Ce qui est aujourd'hui l'apanage, notamment des pays du BRICS. Pas tous, enfin, depuis qu'il est élargi, évidemment. L'Arabie Saoudite, les Émirats, je ne sais pas, bon, c'est plutôt pompage de pétrole et de gaz et ça s'arrête là. Bon, mais prenez de l'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil notamment, bon, l'Afrique du Sud aussi, mais quand même, sociopolitiquement, c'est un cas à part que personnellement, je ne mets pas du tout parmi les pays que j'admire ou que je respecte, parce que tout ce qu'a obtenu l'ANC de feu Mandela, c'est un pouvoir symbolique pour les Noirs, qui est la présidence et tout ce qui va avec. D'ailleurs, maintenant, c'est que de la corruption totale, depuis Zuma jusqu'à présent, donc le successeur de Nelson Mandela. Et pour les Blancs d'Afrique du Sud, rien n'a changé. Ils ont toujours le pouvoir économique, tout le pouvoir économique, tout le pouvoir matériel, tout le pouvoir de tout ce qui est utile en Afrique du Sud, et les Noirs n'ont toujours rien et moins que rien. Bon. Alors, mais si on prend globalement, bien entendu, la performance économique de l'Afrique du Sud, bah, il y a certaines raisons qui font que on la met parmi les pays du BRICS. Alors, est-ce que l'Afrique du Sud va tourner le dos carrément et réellement et totalement au capitalisme financier et au dollar, notamment, comme monnaie brutale, comme l'a dit un de mes collègues, imposée au monde, ben, jusqu'à preuve du contraire, moi je ne le sais pas. Mais on va voir quelle position il va prendre l'Afrique du Sud quand ce moment-là sera arrivé. Bon, alors donc, voilà pourquoi je parle du capitalisme industriel qui est né avec la révolution industrielle. Ça ne veut pas dire que le capitalisme n'existait pas avant. Bien sûr que si. Le mot capital, capita, en latin, a capé avec ET en français, mais ça vient du latin, qui veut dire couvre-chef, etc. Bon,
Ça vient d'un mot antique latin qui voulait dire à l'origine la quantité de bétail que vous possédez. Donc le cheptel, le troupeau, c'était le capital. Parce même à l'époque romaine, la terre n'était pas propriété de personne, surtout pas individuelle. C'est à partir du XVe siècle, et vous trouverez toutes les explications dans Paul Montoux, encore une fois la révolution industrielle au XVIIIe siècle, entre autres, Fernand Braudel et le groupe des Annales pour ce qui est de l'histoire de l'Europe à travers la circulation des biens et des échanges, etc. Enfin, 3 volumes énormes produits par Fernand Braudel et le groupe des Annales, donc de ces historiens comme le roi Ladurie, Philippe Ariès, etc., qui ont fait donc l'histoire à partir de, ou comme Polanyi, d'une certaine façon, comme Arensberg, comme Georges Balandier, comme Lucien Sfez, comme Maurice Godelier, Bourdieu, d'une certaine façon, etc., etc. Fait, bon, Claude Lévi-Strauss, c'est plus socio-philosophique, structuraliste, mais il a en commun avec tous ceux que je viens de citer le fait qu'il a été étudié les choses à la base, donc au niveau de là où les choses se passent, au niveau du peuple, au niveau des petites gens, au niveau des gens de, si vous lisez Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss ou le cru et le cuit, je pense aussi, il y a des choses là-dessus. Eh bien, vous verrez comment il a amené l'anthropologie, même si personnellement, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans l'approche structuraliste, mais quand on a fait de l'approche structuraliste une approche qui élimine toute approche sociopolitique ou toute approche qui va de près ou de loin vers ce qu'on appelle la lutte des classes, pour résumer tous les phénomènes qui se passent dans l'évolution des sociétés selon la théorie du matérialisme dialectique ou l'historiographie basée sur le matérialisme dialectique, eh bien là, je commence à prendre mes distances. Mais bon, c'est une autre affaire qu'on verra plus tard, peut-être, quand on parlera d'épistémologie et de façon de construire de la connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est la façon de construire de la connaissance à partir du structuralisme? Bon, ça a des rapports avec le matérialisme dialectique qui touche aux structures, mais le matérialisme dialectique touche aussi à la superstructure, à l'histoire, à l'évolution de l'histoire, au mécanisme des transactions et de relations entre les êtres humains réels et matériels qui font l'histoire, qui a donc des éléments qui relèvent de structure, structurelle, et des éléments qui relèvent de conjoncture, donc d'époque historique, ou de conjoncture spatio-temporelle qui relèvent de lieux différents dans cet espace, dans ce monde, où ces éléments de structure ont agi, ont été utilisés de façon différente, parce que nous sommes en contexte différent, soit dans le temps, soit dans l'espace. Bon, je ferme là cette parenthèse, parce que je pense que certains qui s'y connaissent dans ces domaines, ou certaines pourraient commencer à avoir des doutes là-dessus ou des petites interrogations. Donc, je préfère tout de suite disons, les fixer sur le chemin que je suis en train de prendre.
Alors donc, le capitalisme qui vient de capé, donc capita, etc., qui voulait dire cheptel, qui voulait dire ce qu'on possède. Voilà. Donc, origine latine, ce qu'on possède. Bon. Mais je vous dis à l'époque, la terre n'était pas une possession, surtout pas individuelle. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle environ, donc la Renaissance, qui va marquer la naissance du capitalisme mercantiliste, et du capitalisme marchand. Donc, Gênes, il y a une fois où j'avais dit Genève. J'ai mélangé Gênes et Vérone ou je sais pas quoi. En tout cas, je voulais dire Gênes. Évidemment, le port italien, d'où est parti Marco Polo, notamment, donc, à la découverte du monde, etc. Et Venise et tout ça, qui faisait donc des commerces, comme disait Fernand Braudel, à distance, avec des adjudications, donc des caravanes de bateaux, si on peut pas, des flottes. Les caravanes, c'est l'autre côté, c'était la route de la soie et des épices et tout ce qui s'ensuit. Et donc, qui partait à distance et dans une espèce de marché abstrait, lointain, comme l'appelait d'ailleurs Fernand Braudel lui-même, et qui fait contraste, ou qui faisait contraste avec ce que Fernand Braudel et son groupe appelaient dans ces mécanismes des échanges et des circulations des biens, etc., des transactions, je ne me rappelle plus du titre exact, autour du bassin méditerranéen, où ils ont étudié les choses, donc dans des marchés, comme ils les ont appelés, donc les yeux dans les yeux et la main dans la main, comme dans les souks traditionnels qu'on a encore chez nous, ça existe encore. Bon, et que Karl Polanyi et Arensberg ont étudié en détail, mais de façon que je trouve tellement alambiquée, tordue, presque, ou en tout cas extrêmement abstraite, dans leurs livres, l'économie ou les systèmes économiques, non, les théories et l'économie à travers les systèmes d'échange dans le monde, quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Euh, ou les théories économiques à travers l'évolution, à travers les systèmes. En tout cas, c'est un livre qui veut faire la relation entre théorie et système économique. Et il y a un chapitre dans ce livre, écrit donc par les deux, Karl Polanyi et Arensberg, dont j'oublie le prénom, et où il y a un ou deux chapitres, dont un particulièrement intitulé le souk berbère ou le marché berbère traditionnel, et où ils prétendent rendre compte de ce qui se passe dans un souk traditionnel en prenant l'exemple d'un souk berbère ou de plusieurs, choses comme ça. Mais bon, je trouve que c'est vraiment très compliqué la façon dont ils sont prises et assez abstraite et à mon avis assez à côté, si je peux m'exprimer ainsi, de la réalité anthropologique, économique, sociale et symbolique de ce qu'est le marché traditionnel qu'on appelle le souk. Souk. Donc, je pense qu'ils sont passés à côté de pas mal de choses sur ces aspects-là. Et donc, alors voilà, le capitalisme, donc, existe depuis l'Antiquité, disons, Capita, etc., le cheptel, est toujours, mais pas la terre. Alors la terre, c'est l'argent, bon, ça va venir plus tard, hein, quand on va associer le capital, capitalisme, etc., de façon plus spécifiquement à l'argent et à la possession de l'argent.
Ça viendra avec les Lombards, les banquiers, les groupes et les associations, les ramifications et comment dire, les, oh, les séries à travers l'espace et le temps, notamment de juifs, qui étaient, comme on le sait, en tant que peuple élu, les 13 tribus, etc., depuis Moïse, le pharaon qui les a mis dehors, tout ça, tout ce qui s'ensuit, etc., donc peuple élu, condamné à errer, etc., etc., eh bien, il leur était interdit un peu partout de faire des affaires ou de vivre de ce dont vivaient les gens du lieu. Par exemple, en Grèce, à Athènes, eh bien, les Juifs n'étaient pas admis on appelait ça d'ailleurs les métèques. Et c'est le même mot, je pense, qui désigne aussi étranger. Et donc, n'était pas admis du tout dans la démocratie grecque d'Athènes. Et donc, il n'était pas admis dans ce en quoi était admis un membre de la démocratie athénienne pour faire des activités économiques, particulièrement, excusez-moi, particulièrement l'argent. Bon, et on verra plus tard comment, depuis la plus haute antiquité, cette question de l'argent, depuis Aristote, eh bien, notamment, la monnaie, ce qu'Aristote dira sur la monnaie, on va voir que ça avait une connotation très particulière et par les faits et les ruses de l'histoire, comme dirait un certain Hegel, eh bien, les Juifs n'avaient pratiquement pas d'autre choix que de travailler dans ce en quoi il était interdit ou péché. Péché dans la religion aux autres de travailler, c'est-à-dire l'argent, essentiellement. Mais tout ce qui tourne autour de l'argent, c'est-à-dire les bijoux, la joaillerie, l'or, le diamant, les pierres précieuses, etc., etc. Et ça allait jusqu'aux œuvres d'art, à partir du moment où on a commencé à collectionner des œuvres d'art comme étant des œuvres qui prennent de la valeur par eux-mêmes. Il ne faut pas oublier que pour Aristote, tout ce qui peut être prétendu comme prenant de la valeur en soi et par soi et pour soi n'a aucun sens. Et même un danger destructeur, comme la monnaie. Donc, de la monnaie qui fait de la monnaie, comme le disait Aristote, c'est du tokos, c'est du bâtard, c'est de la bâtardise. Et en grec ancien, ce mot est d'une violence inouïe. Alors on y reviendra, mais donc voilà un peu quelques éléments pour comprendre un peu ce qu'il y a autour du capital et du capitalisme, parce que je vous assure que c'est une question qu'on ne peut pas expédier comme ça en 2 coups de cuillère à peau et passer à autre chose, comme on le fait malheureusement trop souvent. Bon, alors donc, la Terre a commencé à être objet de vente et d'achat, donc objectivé, comme on dirait en philosophie, ou réifié, c'est-à-dire transformé en objet, ou au pire, en marchandise, vendable, achetable, comme on dirait en langage marxien, sur un marché des produits marchandisables, vendables et achetables. Bon, tout dans cette vie n'est pas marchandisable et achetable. Mais malheureusement, on va voir petit à petit comment le capital
où le capitalisme, particulièrement avec le néolibéralisme, a pratiquement tout transformé en objets marchandisables, vendables et achetables, jusqu'à la santé, l'éducation, l'eau, l'air. Je disais en rigolant à mes étudiants il y a quelques décennies, vous allez voir, un jour on va vendre même l'air. Ben aujourd'hui c'est fait. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous vous fondez une entreprise d'éoliennes et vous voulez placer vos éoliennes, je ne sais pas moi, disons autour de Montréal, eh bien, il faut que vous alliez acheter à l'institution qui gère et qui chapeaute la région de Montréal et l'union des municipalités de Montréal ou d'un État quelconque. Si vous voulez installer vos éoliennes dans une partie de l'Éthiopie, eh bien, il faut aller acheter à l'État éthiopien ou à l'institution qui chapeaute cette région de l'Éthiopie, si elle est décentralisée, etc. Il faut que vous allez acheter une concession pour placer vos éoliennes. Et vos éoliennes, elles utilisent quoi? Elles utilisent le vent. Or, le vent, c'est de l'air. Donc, cette concession d'installer une éolienne, ça revient strictement et matériellement à acheter de l'air. Vous achetez un droit d'usage d'un air, de vent, que quelqu'un d'autre que vous n'a plus le droit d'utiliser. Alors voilà où on est arrivé. Est-ce qu'on va arriver un jour à vendre l'air qu'on respire? On va inventer une machine qui calcule l'air que chacun respire, comme l'eau. On va vous mettre un compteur. Alors vous avez des compteurs d'eau. L'eau, normalement, doit être gratuite. L'eau, ce n'est pas un produit marchandisable et vendable et achetable sur lequel on doit faire des profits. L'eau est une des formes des besoins indispensables, comme l'air qu'on respire, et la santé, et l'éducation, et le toit sur la tête, etc., etc. C'est un droit inaliénable. Ce n'est pas un privilège qu'on achète. Sans eau, il n'y a pas de vie. Alors, si on nous a mis des compteurs pour l'eau, ben, on va bientôt nous mettre des compteurs pour l'air, pour chaque maison. Et l'air que vous respirez, ben, vous allez le payer au capitaliste qui aura acheté la concession sur l'air qu'il y a autour de votre maison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le rôle assigné à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. J'y reviendrai et vous verrez pourquoi et comment. Bon, alors donc, j'en ai presque fini là, rassurez-vous. La terre ne va être une chose marchandisable et vendable et achetable qu'à partir du XVe siècle. Donc la Renaissance. Et c'est comme par hasard à la Renaissance qu'on va voir, c'était la Renaissance de quoi? En fait, à la base, c'est la renaissance d'une certaine forme d'humanisme par les arts, ces arts incluant, ces arts en deux mots, incluant la peinture, la sculpture, etc., 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 la poésie, tout ce que vous voudrez, et également les activités courantes des êtres humains
et leur conception autant de leurs activités que d'eux-mêmes. Alors on verra plus tard, comme l'a dit un certain Hegel, l'homme n'a pas d'essence, son essence, c'est son action. Ce que Marx appellera plus tard l'acte humain. Et ce que reprendra Sartre à sa façon, en parlant lui aussi, notamment dans L'être et le néant, et la trilogie qui a suivi, qui est L'âge de raison, le sursis et la mort dans l'âme, si je suis dans le bon ordre, eh bien, l'importance de l'acte humain. On va voir ce que c'est que cet acte, et donc la terre ou la possession de la terre ou la non-possession fait partie de cet ensemble d'actes et d'arts, si je veux généraliser comme ça de façon peut-être un peu abusive, qui caractérisent ce qu'est l'humain et la société humaine. Donc, qu'est-ce que va être cette renaissance? Ce fameux risorgimento, comment dire en italien? Eh bien, c'est la renaissance de cet humanisme de l'Antiquité qui mettait, souvenez-vous, cette phrase de « je pense que c'est Protagoras », l'homme est la mesure de toute chose, et qui sera reprise, formule qui sera reprise notamment par l'école de Francfort, et notamment, je pense, Walter Benjamin, dans ses traités sur l'histoire, et Erich Fromm, et Marcuse, l'homme unidimensionnel, je pense. L'homme est la mesure de toute chose. On verra plus tard, et vous la verrez sans doute avec ses Mohammedi dans ses cours de philosophie, ce que veut dire cette phrase grandiose. L'homme, l'être humain, est la mesure de toute chose. Et dans chaque humain, il y a toute l'humanité, et dans l'ensemble de l'humanité, il y a chacun des humains. Bon. Alors donc, la Renaissance va être la renaissance de cette forme d'humanisme qui va devenir plus individualiste. Alors, la Renaissance aura cette caractéristique sur laquelle trop peu de gens insistent, c'est celle qui va consister à mettre de l'avant l'individu. Ce qui va donner plus tard l'individuation, ce qu'on va trouver par exemple dans l'œuvre de Georges Gusdorff. Georges Gusdorff, peu connu malheureusement, a une œuvre assez conséquente, pour ne pas dire monumentale, dans laquelle il a essayé une sorte de réunification des sciences humaines ou des disciplines humaines, un peu comme Stephen Hawking a essayé avec les différentes branches de la physique. Eh bien, dans Georges Gusdorff, notamment, et dont d'autres, je pense Alain Touraine, si je ne m'abuse, et des philosophes plutôt littéraires, poètes, etc., comme Goethe, comme Chateaubriand, peut-être Victor Hugo. Malheureusement, dans la littérature non occidentale, il n'y a pas de... Je pense Ibn Khaldoun aussi, mais il ne me revient pas comme ça spontanément de référence. Donc voilà, bon, je vous ai donné 5 ou 6 comme ça pour
voir un peu ce que veut dire cette question d'individuation. L'individuation, contrairement à l'individualisme, qui est l'autre branche que va donner cette renaissance de l'humanisme de l'Antiquité, qui était un humanisme à caractère universaliste, l'homme est la mesure de toute chose, un humanisme à caractère plus particulier. Donc, plus dans le sens de l'expression de ce qu'est l'être humain en tant qu'individu personnel, personnifié, personnalisé et circonscrite. Ça, c'est l'individualisme. L'autre branche, c'est l'individuation. Alors, l'individuation, on va trouver, par exemple, je pense dans Alain Touraine, mais je ne sais plus où, Gusdorf, c'est sûr, je ne peux pas vous dire dans quel livre non plus, peut-être dans Pourquoi des universités. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que dans Pourquoi des universités, il aurait écrit ça, ou Pourquoi l'université, sans doute pour exprimer le fait que dans le mot université, il y a d'abord universalisme, universalité, enfin la racine, et aussi le sens peut-être que l'université doit être l'apogée de l'apprentissage de ce que veut dire qu'être un être humain en termes d'individuation, c'est-à-dire de construction de soi en tant que personne humaine, étant une personne humaine, étant la mesure de toute chose et partie de cette mesure de toute chose pour n'importe quel autre être humain. Bon, alors donc vous voyez bien qu'entre individuation et individualisme, il y a plus qu'un océan, une différence gigantesque. Alors on va voir comment, la prochaine semaine, le capitalisme et la renaissance humaniste de la Renaissance, donc du Risorgimento, vont conduire via la comptabilité à partie double d'un Italien, Luca Pacioli, enfin, des origines arithmétiques en tout cas, mathématiques, et via la première forme de balbutiement qui va préfigurer la révolution industrielle, on va voir donc comment le capitalisme lui-même va passer de mercantiliste à industriel, et donc de mercantiliste industriel à individuation contre individualisme, ou l'inverse, et des shops de l'artisan à la manufacture, et on va commencer à comprendre comment il a fallu massacrer l'être humain, individu, individuation, objet ou produit d'individuation, on va le sacrifier pour passer à cette réification, cette objectivation, dont je parlais tout à l'heure, transformer en objet qu'on va exploiter, qu'on va utiliser à partir de ce que deviendra ce que j'appelle le capitalisme industriel. Donc vous voyez que toutes ces choses-là ne sont pas simples, ne sont pas si faciles qu'on le veut, et qu'il faut faire des efforts. Vous voyez bien, j'espère, au moins en apparence,
les efforts que ça me demande personnellement. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.